Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de la semaine de l'écho sur France 24. Édouard Philippe, vous le savez, a présenté une stratégie de déconfinement à partir du 11 mai prochain en France, un déconfinement extrêmement progressif. Alors l'économie va-t-elle repartir? On va poser la question à Philippe Manière qui est président de Vae Solis, éditorialiste dans Challenge et sur France Culture. Bonjour Philippe Manière. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette deuxième partie de l'émission. Édouard Philippe donc, a fait de la santé, on l'a bien vu dans son discours, une priorité. Le déconfinement du 11 mai est extrêmement prudent. Comment vous y préparez-vous, Philippe Manière, vous qui êtes à la tête d'une PME? C'est une bonne question parce que je pense que c'est la question qui se pose. Si on veut éviter la catastrophe économique, et Dieu sait qu'on est déjà malheureusement largement dans cette catastrophe, donc il faut essayer de l'enrayer le plus vite possible, eh bien il faut que les gens se remettent au travail le plus possible. Alors nous, dans nos métiers de communication, de conseil en communication stratégique et d'affaires publiques, on peut faire beaucoup de choses en télétravail. C'est le cas de beaucoup de ces jobs en col blanc, comme on dit. Ça n'est pas possible de le faire jusqu'à la fin des temps. Et il faut qu'à un moment, les équipes puissent se retrouver, travailler ensemble. Enfin, on peut malgré tout faire beaucoup de choses en télétravail et à distance. C'est ce qu'on a fait depuis 1 mois et demi. Et ce qu'on a prévu, c'est d'organiser un roulement, que les équipes viennent par moitié, non pas toutes les semaines, comme on avait envisagé de le faire au départ, mais un jour sur deux, ce qui permet, je crois, à l'entreprise de garder la dynamique qui s'attache naturellement aux interactions entre les individus dans nos métiers. J'allais dire le vôtre comme le nôtre, c'est tout de même important de se voir de temps en temps et de passer du temps et pas seulement être en remote, comme on dit en français. Cela dit, cette organisation en télétravail, elle n'est possible, encore une fois, je le disais, pour le secteur tertiaire que pendant une certaine durée, mais surtout, elle n'est pas possible pour toute l'économie. Et on voit aujourd'hui la dévastation terrible de secteurs entiers, l'hôtellerie, la restauration, bien sûr le transport aérien, une grande partie de la logistique, et puis le commerce. Moi, je pense que les gens ne réalisent pas à quel point on va se réveiller dans 1 mois, 2 mois, 3 mois avec une dévastation complète du petit commerce. Je pense qu'un commerce, un restaurant sur 2 ou 3 ou 4 qu'on a connu fermera dans les 6 mois qui viennent si on ne lève pas très vite cette interdiction pour ces commerces, et bien tout simplement de faire du business, pardonnez-moi de le dire grossièrement. Alors justement, les chiffres viennent de tomber. L'INSEE dit que le PIB, donc la croissance en France, a baissé de 5,8% au premier trimestre et ça devrait être bien pire au second trimestre. Ouais. C'est la double peine, vous écrivez, Philippe Manière, dans Challenge. En quoi? Oui, alors ce qui me frappe beaucoup, c'est que la spécialisation française nous expose doublement à cette crise. D'abord, on le sait, la France est après l'Espagne et l'Italie, et bien sûr la Grèce, mais pas beaucoup derrière et bien devant la plupart des autres pays d'Europe, très exposée à raison du tourisme. C'est-à-dire que nous sommes un pays d'accueil touristique. Paris, bien sûr, toutes les villes du sud de la France, balnéaires, et puis bien d'autres. Nous avons énormément de choses merveilleuses en France que beaucoup de gens du monde entier viennent voir. Et ça, évidemment, c'est impossible dans les circonstances actuelles. Et cette spécialisation tourisme nous expose particulièrement, j'allais dire comme l'Espagne et l'Italie, un peu moins qu'elle, mais beaucoup plus que la plupart des autres pays de l'Union européenne. Le tourisme pèse très lourd chez nous. Et puis deuxième peine, nous avons peu d'industrie. En France, nous en avons beaucoup moins que l'Allemagne, mais aussi, ce qu'on ne sait pas assez, moins que l'Italie, moins que l'Espagne, si bien que comme l'industrie est moins exposée par cette interdiction liée au confinement, vous voyez, on parlait à l'instant des petits commerces, dans l'industrie, un certain nombre de gens ont pu reprendre ou vont pouvoir reprendre, on peut organiser les gestes barrières, la production. Bien sûr, une grande partie de la demande s'est effondrée, bien sûr, l'offre est limitée, mais on peut tout de même faire fonctionner les usines. Donc, nous avons suffisamment peu d'industrie pour que ça nous expose en quelque sorte plus que ceux qui ont plus d'industrie. Et j'allais dire, il y a un petit raffinement supplémentaire, c'est que notre industrie, elle est très fortement orientée aéronautique et automobile. C'est le cas de l'Allemagne aussi pour l'automobile, l'Italie dans une moindre mesure, mais malgré tout, nous avons une surreprésentation de l'automobile et de l'aéronautique. Or, ce sont des industries, on le comprend très bien pour des raisons évidentes, qui sont vraiment très fortement impactées par la crise actuelle. Donc, pas beaucoup d'industries et une industrie où sont surreprésentés les deux secteurs de l'industrie les plus exposés. C'est un peu douloureux pour la France. Je pense qu'il y a aussi une autre explication à ce chiffre très mauvais de la France, qui est plus mauvais que la plupart de nos voisins, c'est que nous avons, avec les meilleures intentions du monde, mais nous avons peut-être été un peu généreux sur le chômage partiel. Et donc, je pense qu'il y a une partie excessive de l'économie qui a été mise à l'arrêt à raison de cette offre très généreuse, encore une fois avec les meilleures intentions du monde, mais qui probablement nous a fait rentrer plus vite dans l'inactivité et va nous coûter un peu plus cher au moment de la sortie.
Mais est-ce que l'avantage du chômage partiel, c'est justement de ne pas mettre les personnes au chômage tout court, Philippe Manière? 7 à Bien 8 sûr, et vous millions de avez raison, et salariés c'est sont pour en ça que je chômage dis, j'ai partiel. commencé par dire, c'était bien intentionné. C'est d'ailleurs en tirant les leçons de ce qui s'était passé en 2008. Vous vous souvenez que l'Allemagne avait beaucoup déployé le chômage partiel. Ça lui a permis d'avoir un outil de production très préservé et de redémarrer, en particulier dans l'industrie, très bien à la sortie de la crise. La France avait mis beaucoup plus de temps à opter pour cet instrument. C'était difficile de rentrer dans le dispositif. Les employeurs s'en étaient plaints. Bien, cette fois, on a fait, j'allais dire, presque le contraire. On est presque tombé de l'autre côté du cheval. L'entrée dans le chômage partiel est très facile. Beaucoup d'employeurs, par souci d'image, par générosité, complètent les fameux 84% qui sont payés par l'État pour un salarié au chômage partiel, si bien que l'État paye 84%, l'employeur 16%, et donc pour le salarié, ça fait 100% de revenus. Et donc, je pense qu'on peut dire d'une manière un peu cynique, mais ça joue aussi dans ce genre de situation, que l'incitation à revenir au travail pour le salarié est probablement trop faible pour un trop grand nombre de salariés. Donc, probablement qu'on a un certain nombre de gens qui sont dans le dispositif qui pourraient ne pas y être, y compris sur évidemment des critères de santé qui sont les plus importants, mais qui y sont rentrés parce que le dispositif est incroyablement ouvert. Du côté des entreprises, l'État va apporter un soutien à Air France, Philippe Manière, de 7 milliards d'euros, essentiellement des prêts, également un prêt à Renault. Est-ce que l'État devrait nationaliser des entreprises comme Air France ou un certain nombre d'entreprises en difficulté à l'issue de cette crise? Moi, je crois que dans ces périodes de crise, il ne faut pas de tabou. Il y a pas de raison de ne pas nationaliser quelque chose qui mérite de vivre avec l'argent du contribuable, surtout si on pense à la sortie, revendre dans des conditions avantageuses pour le contribuable. C'est d'ailleurs exactement ce qui s'était passé. Vous vous souvenez que ça avait beaucoup surpris en 2008-2009 aux États-Unis, avec en particulier tout le secteur automobile qui avait, à l'exception d'une entreprise, d'une très grande entreprise, avait été nationalisé par l'État américain. Donc moi, il ne faut pas avoir de tabou. Ça a beaucoup de sens de le faire. Et moi, j'aurais pas été choqué qu'on nationalise Air France, par exemple. Je suis plus troublé à l'idée qu'on lui fasse des concours en prêt sans que l'État soit en quelque sorte intéressé au retour à meilleure fortune. Vous voyez, si on avait nationalisé Air France et qu'Air France va mieux dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ce qu'on peut espérer, eh bien l'État aurait pu acheter Air France aujourd'hui pour pas très cher et le revendre pour plus cher quand Air France ira mieux. Des concours en crédit ne lui permettent pas du tout de se refaire, j'allais dire, si l'entreprise améliore sa situation. Donc, je trouve ça un peu bizarre qu'on n'ait pas envisagé l'option de la nationalisation. Il y a peut-être une raison qui tient au fait qu'il ne faut pas oublier, Air France, c'est Air France KLM. Donc, il y a l'État français, mais il y a aussi l'État néerlandais. Et donc, peut-être que c'était un peu plus difficile d'un point de vue diplomatique. Mais je ne suis pas du tout choqué, moi, à l'idée qu'on nationalise temporairement une entreprise qui ne va pas bien du tout en raison de la crise et qui a toutes les chances d'aller mieux en sortie de crise. Vous avez écrit dans Challenge, Philippe Manière, lâchez-nous avec le monde d'après. Vous écrivez finalement que le monde d'après va ressembler au monde d'avant et que c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, vous ne rêvez pas d'un nouveau monde, Philippe Manière, à l'issue de cette crise? Non, je pense que vraiment, il y a quelque chose d'un peu troublant et d'un peu misérable dans cette espèce de concours l'épine des idées pour ce que sera demain. Je crois que la plupart des Français souhaitent que demain ressemble beaucoup à hier, c'est-à-dire qu'on puisse aller acheter les objets dont on a besoin, aller travailler pour gagner de quoi les acheter. La vie peut sembler un peu courte parce qu'elle est simplement principalement matérielle, mais on a le droit de faire autre chose si on veut, c'est facultatif, on a le droit de s'intéresser à autre chose qu'au matérialisme, on peut aller à l'église, à la synagogue, au temple, à la mosquée, faire ce qu'on veut de sa vie, on peut lire, on peut écouter de la musique, moi je trouve ça parfait, je suis assez anti-matérialiste à titre personnel, mais je pense que tous ces penseurs qui s'érigent en censeurs du matérialisme sont en fait liberticides. Qui suis-je? Qui sommes-nous pour interdire à quiconque de vouloir revenir à une vie matérialiste qui le satisfaisait? La priorité aujourd'hui, c'est de permettre aux gens de subvenir à leurs besoins. Croyez-moi, on sous-estime considérablement les effets de dévastation que va avoir cette crise, en particulier en termes de pouvoir d'achat, en termes de capacité à garder son entreprise, en particulier pour les petits commerçants, les petits entrepreneurs. Et moi, je pense que la priorité, c'est de revenir à là où on était avant. Maintenant, si on veut améliorer les choses, très bien, mais qu'on ne rêve pas à des mondes meilleurs où tout serait plus beau et plus admirable parce que ce serait frugal. Je crois que la frugalité n'est pas une demande collective et qu'en démocratie, la demande collective, c'est ce qui doit nous guider tous. Est-ce qu'il ne faut pas tout de même repenser, par exemple, la dépendance de la France à l'égard de la Chine dans des secteurs aussi importants que la santé? Est-ce que la mondialisation en tant que telle ne doit pas être repensée? Est-ce qu'il ne doit pas y avoir des relocalisations, par exemple, dans un certain nombre de secteurs? Mais il est certain qu'on est allé un peu trop loin. Je ne crois pas qu'il faille rêver sur une relocalisation massive, mais il est tout à fait concevable, et ce serait sans doute opportun, de remettre une partie des chaînes de valeur dans des pays plus fiables et plus proches.
Mais vous observerez qu'en Chine, en fait, il n'y a pas eu énormément de problèmes. Quand on réfléchit bien, par exemple, sur les médicaments, oui, une grande partie des substances sont maintenant fabriquées en Chine ou en Inde, mais on n'a jamais manqué de Doliprane, puisque vous savez que le Doliprane est la principale, enfin, le paracétamol est la principale molécule dont on avait besoin pour soigner les patients atteints de Covid, pour l'essentiel, pour les cas les moins graves. On n'a jamais manqué de Doliprane, alors que le Doliprane est très largement fabriqué très loin de nous. Il n'y a pas de relation directe entre là où est fait quelque chose et la disponibilité d'un stock. Je prends un exemple, le pétrole. Ça fait des dizaines d'années que tous les grands pays font des stocks de pétrole. Or, la plupart des grands pays, à commencer par la France, ne produisent pas de pétrole. Donc on peut avoir des stocks de masques, des stocks de médicaments sans que ce soit fabriqué en France. Qu'à la marge, il soit intelligent de rapatrier et d'obliger au rapatriement d'un certain nombre de fabrications, je suis tout à fait prêt à l'entendre, mais là encore, ne tombons pas de l'autre côté du cheval, ne nous disons pas qu'on a eu la démonstration que la mondialisation et les échanges internationaux étaient dangereux, parce que ça n'est pas vrai, nous n'avons pas eu cette démonstration. Si on a manqué de masques, c'est simplement parce qu'on n'avait pas constitué suffisamment de stocks, ce n'est pas parce qu'ils sont faits en France. Et c'est aussi parce que personne n'avait envisagé, ni en France ni ailleurs, une pandémie qui crée une sorte de demande de masques aussi importante que celle que nous avons eue. Mais si les masques avaient été fabriqués en Suisse ou au Liechtenstein, la demande aurait été la même et la disponibilité aurait été également problématique dans un cas de pandémie mondiale. Mais s'ils avaient été fabriqués en France? Mais c'est la même chose. Je prenais la Suisse et le Liechtenstein de manière caricaturale. On peut tout à fait dire la France. Si nous avions eu tout à coup la demande que nous avons eue pour des masques, alors que les masques étaient fabriqués en France, l'outil de production aurait eu probablement du mal à suivre et il y aurait eu toute cette demande internationale de masques et probablement on aurait pu la servir un peu mieux avec une fabrication française. Mais encore une fois, l'enjeu n'est pas où c'est fabriqué. L'enjeu est que ce soit disponible et quand il y a une énorme demande mondiale, soudaine, imprévisible. Vous savez, ça me rappelle un peu le 11 septembre 2001 à certains égards. Ce qui vient de se passer, c'était à bien des égards imprévisible. Il y avait des experts qui avaient tiré la sonnette d'alarme, mais c'est vrai qu'ils étaient peu nombreux, c'est vrai qu'ils étaient peu audibles, et donc on n'envisageait pas la pandémie comme une réalité opérationnelle. Aujourd'hui, on l'a connue. Je pense qu'il y aura, de ce point de vue-là, pour le coup, un après, c'est-à-dire que les politiques publiques doivent s'adapter à cette réalité que nous avons vécue, qui est la pandémie, qui était très théorique, une hypothèse très théorique, que maintenant on a vécu dans notre chair et on s'y adaptera. Merci beaucoup Philippe Magnard d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de la semaine de l'écho. À la semaine prochaine. Restez sur France 24.